Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. We all go a little mad sometimes. Il est important de prendre note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. You've just been erased. Bonne écoute. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Bienvenue dans un Gotham très coloré. Aujourd'hui, nous parlons de Batman à jamais, sorti en 1995 et réalisé par Joel Schumacher, avec Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Chris O'Donnell, Nicole Kidman et Michael Goff. Je suis Mathieu. Et y a-tu juste moi qui sent comme un œuf brouillé? Alors, bienvenue dans cette rétrospective de l'univers des films de DC. On change d'année, mais on fait toujours la même chose. Les dernières semaines, ainsi que même la semaine prochaine, on va couvrir l'étendue des films des années 90, les films de Batman. On a commencé comme cette partie de rétrospective-là avec Christophe Lassens qui m'avait joint pour Batman 89. J'ai fait le film de Batman ou le retour de Batman par la suite, puis avec un bonus là, de Batman, le masque du fantasme. Puis c'est ça, au prochain podcast, on va parler de Batman et Robin. Mais c'est ça, aujourd'hui, on a un peu un refacing, un peu, on prend le même Batman de la semaine passée, mais il change un peu la face, puis on va dans une toute nouvelle direction. On devait avoir Tim Burton qui revient pour faire le troisième film, mais c'est terminé assez rapide. Dans le fond, Tim Burton a commencé à avoir des idées pour faire son troisième film, mais on lui a comme montré un peu le chemin de la porte. Pas de la porte de l'édifice, mais juste la porte du producteur. Juste pour dire qu'on ne le met pas dehors, mais que dans le fond, qu'il n'y a pas grand contrôle sur le film d'aujourd'hui. Si vous voulez juste entendre ce que j'ai à dire sur les films de Tim Burton, rendez-vous sur premiervisionnement.com où il y a toute la rétrospective des films de Batman, dans le fond, toute la rétrospective là, des films de DC. Fait que vous pouvez trouver ça sur premiervisionnement.com. Mais cela dit, on a après ça Joel Schumacher qui est engagé pour refaire un peu l'image de Batman. Parce que dans le fond, la réception du retour de Batman, le problème c'est que ça allait dégoûter un petit peu les enfants. Le niveau de l'âge pour le film était peut-être un petit peu plus supérieur à des enfants. On parle peut-être plus adolescents. Pareil qu'il y avait des enfants qui même ils pleuraient, puis tout ça. Je veux dire que dans le fond, on avait un ton peut-être un peu plus dégueulasse, plus moins pour les enfants. Moi, personnellement, quand j'ai vu le film, je devais avoir peut-être 11-12 ans, fait qu'en bout de ligne, moi, ça m'a pas vraiment affecté sur ce fait-là, mais il y avait quand même, je me rappelle quand même des enfants là, qui avaient un petit peu plus de misère avec le deuxième film, ou des amis qui étaient plus jeunes que moi, puis c'est peut-être un peu du fait, là, comme le pingouin qui régurgitait là, un liquide noir, puis tout ça, je veux dire, c'est juste un peu dégoûtant, mais en bout de ligne, en tout cas, j'avais comme jamais eu vraiment de problème sur Batman, le retour de Batman. Là, en tout cas, pour retourner en arrière, puis écoutez ma critique d'un peu plus d'une heure et demie. On parle pas vraiment du masque du fantasme dans la lignée. Dans le fond, on parle plus tout le temps en référence directe à le retour de Batman. C'est ça, fait que en amenant Joel Schumacher, le but était plus de vraiment rabaisser le niveau d'audience, être sûr que. Quand je dis rabaisser, là, je veux vraiment pas sonner comme négatif. Là. On veut juste rabaisser l'âge, puis quand même mettre ça plus accessible à des jeunes enfants autant qu'à des adultes. On en reparlera pendant le scénario jusqu'à quel point qu'on peut aller aux adultes. Mais en ayant le temps plus clair pour le film, Michael Keaton qui faisait Batman dans les deux premiers films, il a décidé que lui, c'était pas pour lui, c'était pas sa vision aussi également. C'est-tu dans le fond tout le paquet qui est parti d'un coup? Parce que dans le fond, il y a pas grand monde qui vont revenir là, du dernier film. On a le commissionnaire Gordon qui est joué par Pat Ingle. On va avoir Alfred aussi qui est joué
joué par Michael Goff, mais c'est tout pas mal. Même en arrière, c'est ça, c'est toujours DC et Warner qui sont en arrière, mais tout ce qui est visuel ou qu'est-ce qu'on entend, tout ça, il y a pas mal rien qui est suivi, même en fait d'histoire. On va s'arranger pour pas faire aucune mention de ce qui s'est passé avant, à part peut-être une petite mention, mais je vais en reparler pendant que je vais faire le scénario. On a même le personnage qui était joué par Billy Dee Williams dans le Batman de 89, qui, dans le fond, a une transformation pour devenir deux faces, Two-Face, double face. En tout cas, je vais essayer de me garder là, dans ce créneau là, de trois noms-là, tout dépendant de comment qu'on l'appelle. Mais c'est ça, Billy Dee Williams, dans le fond, il avait toujours son contrat là, de jouer dans les suites. Puis Warner a dû racheter son contrat pour finalement donner place à quelqu'un qui avait déjà joué dans un film de Joel Schumacher juste avant, Tommy Lee Jones, que dans le fond, Joel Schumacher, c'est son choix, dans le fond, qui voyait juste Tommy Lee Jones comme dans ce rôle-là. Bon, OK, il y a supposément, mettons que Mel Gibson était supposé d'être intéressé par le rôle, puis il s'en allait filmer Braveheart. Il y a toujours des rumeurs qui circulent, tout ça, puis c'est possible aussi, mais en tout cas, selon Joel Schumacher, c'était son seul et unique choix. Et bien sûr, on a Jim Carrey qui, l'été précédente, nous avait donné, ou il avait joué dans les films comme La Cloche et l'Idiot, Ace Ventura, et Le Masque, il était comme à son apogée. Dans le fond, ce temps-là, on parlait juste quasiment de Jim Carrey. C'était vraiment son ascension. Fait que c'est la vedette de l'heure, puis on va l'avoir pitché dans le film d'aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Jim Carrey, dans les trois films précédents que je viens de nommer, il était plus laissé à lui-même, puis c'est lui qui faisait qu'est-ce qu'il voulait. Dans le fond, il était comme maître de lui-même. Mais ça va être la première fois parce que Jim Carrey, je sais pas si c'est exactement la première fois, mais depuis les trois films que j'ai mentionnés, qui va être plus dirigé et non laissé à lui-même. Dans les thématiques, Batman à jamais, il va retourner quand même dans les thèmes qu'on a déjà vus, surtout comme dans l'espèce de vengeance. Puis en voyant dans le fond le même parallèle avec Robin, qui est pas mal la même histoire que Batman, ses parents se sont fait tuer. Tout ça, on va rejouer un peu dans ce genre d'histoire-là. Histoire que on voit depuis 89, on voit vraiment tout le temps qui est repris. C'est comme dans le fond les X-Men, puis les minorités, qui est un amalgame de ça un peu, mais ça va avec là. Fait que on peut pas le tenir compte puis dire c'est redondant, c'est que ça fait partie du personnage de Batman, que à quelque part la vengeance doit toujours être on doit en parler à chaque fois. C'est ça, cette fois-là, ça va être Robin, que lui va avoir comme son histoire de vengeance là, avec Double Face, avec le personnage du Sphinx, puis sa corporation là, Nigmatech. On va parler beaucoup là, de genre de commercialisation, là, montrer comment que les gens comme sont accaparés là, puis qu'ils veulent juste comme penser là, tout le temps aux produits. C'est comme la télé. Là, il va y avoir même un plan quelque part où on va voir comme les gens qui sont plantés devant la télé, puis le box qu'on va appeler. Puis même, on va peut-être passer un peu comme un message subtil qu'en étant planté devant notre télé, on perd un peu la tête un peu, puis on fait juste être comme juste captivé, puis on pense pas à plus. Mais le tout va être coloré, vraiment coloré, pour être sûr qu'on pense jamais, qu'on ait référence là, à Batman 89. Le film avec le générique directement.
ça me fait penser quand même un peu, on va jouer un petit peu sur le même élément là, qu'on l'avait joué avec Superman, mais c'est juste que là, on est en 1995 et on a un nouvel élément CGI, informatique, puis qu'on peut mettre ça en 3D, puis comme bouger les noms de tous les sens. Fait que, tu sais, on fait juste jouer sur la même thématique, là, mais ça me fait quand même passer avec Superman. En flushant Tim Burton, ben, on a flushé Danny Elfman qui faisait les 2 trames précédentes. Ben, je sais pas si c'était un bon choix. En écoutant le film, je suis certain que en voyant le style à Tim Burton, pourtant je pense que ça aurait bien fité avec le film d'aujourd'hui. Il aurait pu faire quelque chose de très coloré. Puis quand vous écoutez ce que je disais la semaine passée sur le retour de Batman, il est vraiment élaboré. Puis il avait construit sur sa trame de 89. Puis je suis certain que Danny Elfman aurait pu faire une très belle trame sonore pour le film d'aujourd'hui, puis ça aurait été dans la même continuité, mais ça aurait été quelque chose de différent. Puis, en tout cas, je trouve ça dommage d'un côté. Et là, on a le Elliot Goldenhall qui va nous faire une trame sonore qui pourrait un peu ressembler à ce que Danny Elfman aurait fait, mais c'est pas Danny Elfman. Je vais pas dire que la trame sonore n'est pas bonne puis qu'elle va pas avec le film. Je veux dire, elle fait bien sa job. C'est pas une trame sonore que je déteste. Je l'ai même j'ai dû me procurer par moi-même là, il y a une année ou deux ou quelque chose de même. Je la trouve pas mauvaise en soi. C'est juste que quelque part est inférieure à ce que Danny Elfman nous a déjà pondu pour les 2 films de cette franchise-là. Puis juste de décider que on amène quelqu'un qui a à peu près rien fait. Peut-être c'est une question de sauver des coûts aussi. Peut-être que Danny Elfman demandait trop, mais honnêtement, je pense pas que c'est une question de ça. Je pense vraiment là, que c'est une question de... On veut flusher l'univers carrément, puis qu'on va être sûr de pas penser aux 2 derniers films avec le film d'aujourd'hui, puis rajouter peut-être juste un petit peu plus là, de légèreté dans le son, mais Danny Elfman est capable de faire ça aussi. Il est vraiment talentueux, tout ça, puis juste l'avoir tassé, ben je trouve que quelque part, puis même pas avoir regardé les thèmes, c'est ça aussi que je trouve qui est comme dommage. Peut-être que Elliot Goldenthal aurait pu faire le thème de Batman, puis après ça partir avec ses choses à lui pendant tout le film, puis des fois en ramenant un peu le thème de Batman, mais on va décider de tout avoir scrappé ce qui était les 2 derniers films, puis de faire une nouvelle trame complète. Mais c'est pas, vous m'avez déjà entendu parler en bout de ligne, là, c'est pas quelque chose là, qui est comme tout d'un coup nouveau. Ça arrive souvent, un nouveau compositeur arrive, puis il va scraper totalement qu'est-ce qui a été fait. Là. Fait que c'est pas une nouvelle idée, ça m'insulte pas du tout d'un côté, mais je trouve qu'à quelque part, ça aurait été le fun qu'on ramène vraiment Danny Elfman, au moins ses idées, là, ses thèmes. En embarquant proprement dans le film, on voit Batman qui est en train de s'habiller puis se préparer à sortir. On va voir le plan du nouveau Batman là, costumé, où on voit Val Kilmer sur le côté de la Batmobile. Ce plan-là m'a toujours dérangé quelque part. J'ai comme trouvé ça amateur. Peut-être qu'on devrait voir ce plan-là. Je trouve que ça a l'air d'être une photo behind the scenes. Je sais pas exactement comment dire ça. Sur le plateau de tournage, juste Batman photographié à côté de la Batmobile. J'ai jamais aimé ce plan-là. Je trouve que ça part vraiment bizarrement. C'est pas la manière là, de présenter Batman. Plus loin, on va avoir juste un autre plan là, dans 1 minute plus tard où on va voir Batman apparaître à Gotham City face au commissionnaire Gordon et au nouveau personnage de Chase Meridian. Puis il va descendre comme d'une corde, tout ça. Il me semble que c'était plus la manière de présenter Batman que le plan à côté là, de la Batmobile, où ce qu'Alfred il dit veux-tu un petit snack pour la route, puis il va dire non je vais passer au service à l'auto. C'est quoi cette réplique là à quelque part? Imaginez-vous la Batmobile passer au McDo puis dire je veux 2 Big Mac parce que je suis une grosse bataille tout ça puis j'ai besoin de protéines. Voyons, je comprends que c'est plus question comédie que chose de même, mais en tout cas je trouve juste ça un peu
nono comme pour partir. Mais l'autre côté, ben c'est ça, on veut juste faire des petites blagues un peu pour les enfants, mais je veux dire, c'est comme pas drôle. Je pense même pas qu'un enfant de 5 ans peut rire à ça. Je sais pas. C'est possiblement là, la pire introduction de Batman là, dans tout ce qui s'est fait de Batman, là, incluant en 1966. C'est horrible. Juste partir de même, là, c'est dégueulasse. Je comprends pas que ils ont, pour faire un montage, Joel Schumacher dans son commentaire il dit que il y avait des scènes qu'il aimait puis qu'il a dû couper au montage, puis pour arriver à 2 heures pas mal flush sur la dernière version du film, la version théâtrale. Mais il aurait pu couper 1 minute et demie qui aurait été non essentiel, puis il aurait pu avoir un meilleur impact, juste que ça aurait été bougé là, de 1 minute ou 2. On part du générique, on voit Batman qui s'habille, puis que tout de suite on saute à la ville. Je sais pas pourquoi que ça n'a pas été comme ça. Mais oui, c'est sûr qu'entre les deux, on va avoir vu de double face, tout ça, mais il y a un moyen d'avoir monté les choses. Puis même voir Batman en train de conduire la Batmobile, c'est pas aucun rapport. Quelque part, on veut introduire un nouveau Batman, il faut mettre ça grand. On peut mettre la Batmobile comme premier plan, puis après ça, introduire Batman, mais pas Batman à côté de la Batmobile. Puis en plus, il est tout mal éclairé, puis en tout cas, on voit mal sa figure rendue là. En tout cas, ça fait que c'est assez pour ça. On va voir l'introduction de Chase Meridian et du commissionnaire Gordon. Encore une fois, le commissionnaire Gordon, joué par Pat Hingle, sert absolument à rien dans le film. Je vais en reparler même tantôt dans une autre scène où ce qui aurait dû faire quelque chose, puis il fait absolument rien. Le personnage de Chase Meridian, elle a été créée juste pour le film. Puis, à ce que ça, je sais pas, ils l'ont réadapté là, pour un comic book dans ces dernières années, mais en bout de ligne, elle n'a pas été vraiment repris. Ça, c'est similaire à Vicky Vale dans le premier film aussi, où c'est un personnage qu'on a comme créé, mais en tout cas, tu sais, en bout de ligne, on a créé un personnage pour faire une histoire d'amour avec Batman. On ne donne pas de suite avec la femme chat du dernier film, encore une fois pour comme couper les ponts. Dans mon livre à moi, on aurait pu faire une continuité quand même. C'est pas parce qu'on change la façade du film puis qu'on veut le faire quand même plus léger puis qu'on veut un peu se dissocier du dernier film qu'on peut pas arriver puis continuer quelques petites affaires sans nécessairement faire référence au dernier film. On aurait pu avoir encore la femme chat sur place, au pire même jouée par Nicole Kidman ou une autre actrice, si mettons Michelle Pfeiffer elle voulait pas revenir. Mais le personnage en fait d'amour pour Batman, Val Kilmer, ben cette histoire-là a déjà été faite puis a été refaite avec Kim Basinger et avec Michelle Pfeiffer dans les 2 premiers films. Fait que pour ramener ça, ben c'est malheureux, puis j'ai rien contre Nicole Kidman. Dans le fond, Nicole Kidman, j'ai aucun problème à la voir dans le film. Ok, je serais peut-être pas autant vocal que le commentaire de Joel Schumacher, où à chaque fois qu'il voit Nicole Kidman à l'écran, il faut la vénérer, puis en tout cas dire juste des mots doux envers elle. Mais je veux dire, j'ai vraiment aucun problème avec voir Nicole Kidman à l'écran, mais honnêtement, elle n'a pas sa place dans le film. Cette histoire-là, elle a été dit, puis tout au long du film, ben, on sait que ça va amener à nulle part. Puis c'est vraiment plate rendu là, que tu dis qu'on vient de voir 2 fois cette histoire-là, puis on sait que ça va frapper un mur en bout de ligne. Au pire, ça va être juste pour ce film-là. Puis la semaine prochaine, ben, quand on va parler du prochain film, ben, on parlera plus de ce personnage-là. Ça, je parle pas parce que j'ai vu le film de Batman et Robin. Je parle que quand tu écoutes le film, tu te rends compte qu'en bout de ligne, ben, tu as un amour pour Batman à chaque film. Puis que supposément à la fin, ils vont vivre heureux et eu beaucoup de bat-enfants. Mais finalement, au prochain film, t'es déçu parce que tu dis bon ben finalement ben ça servit rien, que tu sais il pourrait avoir une évolution dans la relation au pire des cas, mais qu'on frappe tout le temps un mur puis qu'on ramène jamais le personnage.
C'est dans ces scènes-là aussi que on voit quand même qu'il y a beaucoup plus de couleurs. Le film est beaucoup plus coloré. Je ne vais pas en parler tout le temps, là, mais il y a vraiment beaucoup de couleurs. Honnêtement, j'aime bien ça, par contre. Il y a des choses que il va me gosser un peu là, de faire vraiment là, quelque chose de totalement nouveau. Puis, à quelque part, ben, je me dis, il y a toujours les 2 autres films qui existent. Fait que allons-y pour faire quelque chose de nouveau, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est ça, on rajoute juste vraiment toutes des couleurs. C'est un film dont un médium visuel, fait que on peut jouer avec ça, je veux dire, il faut voir quelque chose, puis c'est ça que dans le fond l'élément Joel Schumacher va nous faire tout le long, c'est tout un trip virtuel qu'on va avoir tout au long du film. Le but de la rencontre avec Batman et Chase Meridian et le commissionnaire Gordon, c'est dans le fond, c'est pour parler là, de double face. Batman arrive en face de la foule. On stoppe directement à côté de Gordon pour avoir la mise en situation, comprendre qu'est-ce qui se passe. Monsieur... On se tient dans l'ombre de ça, ben, tu sais, carrément en face du monde, puis face à face en plus, tu sais. Aucun plan pour essayer de, comme un peu se cacher, tout ça. Tu sais, je pense que Batman 89 et 92 avaient quand même essayé de garder tout le temps un petit côté mystique, tout ça, puis là, ben, tu sais, je veux dire, on est en pleine face, il n'y a pas de problème. Il y a même un peu plus tard dans le film où on va voir un article de journal, puis la face à Batman qui était photographiée. Tu sais, le gars, il veut garder son identité secrète, mais carrément filmé. Ou photographié plutôt. Je trouve ça un petit peu ridicule, mais c'est quelque chose qu'on avait déjà vu aussi là, dans Superman 2, que Superman s'était laissé photographier, mais en tout cas, c'est pas nécessairement là, l'idée que j'ai de Batman qui va se laisser photographier. Je pense, honnêtement, je pense que Batman va s'arranger pour jamais se faire photographier. C'est plus le personnage, la manière qui est écrit, pour vraiment là, avoir le plan rapproché de sa face. Alors, c'est là qu'on a l'introduction là, de Double Face, joué par Tommy Lee Jones, qui est vraiment parfaitement brûlé là, de la moitié du visage. Son maquillage, tout ça, je trouve que c'est quand même assez bien. Je trouve que, tu sais, toute son apparence, tout ça, j'ai rien contre son apparence. Je trouve qu'il est tout bien maquillé, puis toute la manière qu'il est monté, tout ça. Le problème que je vais avoir avec Tommy Lee Jones, c'est qu'on dirait qu'il veut aller rechercher un peu des éléments du Joker, mais c'est comme tout en petit package rapide. On a quelqu'un là déstabilisé mentalement, puis il n'y a rien de plus que juste un maniaque qui veut tuer Batman. Il n'y a rien de plus que ça, puis à quelque part, je trouve que ça va être quelque chose qui va être gossant un peu à la longue, que en bout de ligne, oui, on va y avoir mis une scène qui va tout le temps tirer en l'air, puis dans le fond, ça va y donner la décision s'il tourne à gauche ou il va à droite. C'est tout le temps ça, à quelque part, mais je sais pas. Il y a un côté de lui qui manque, puis que ça va jouer dans tout le long du film, que même si on y rajoute la scène, il va toujours ressortir comme un personnage en carton juste méchant. La scène en question, c'est pas mal juste Double Face et sa gang qui commettent un vol de banque, tout simplement, puis Batman arrive dans le fond pour arrêter les méchants. Fait que Batman, il va se pointer sur place. Puis, tu sais, ce que je vais dire par contre, je vais reparler de Bruce Wayne un peu plus tard, mais chose que j'ai pas dit encore sur Batman, je trouve que son introduction a été ratée. Je trouve quand même un peu ridicule qu'on l'ait vu de face en face du commissionnaire Gordon, puis en face d'une foule, c'est encore quasiment pire. Mais voir Val Kilmer en action en tant que Batman, puis la manière qu'il bouge, je suis quand même assez vendu déjà avec la scène où il ramasse tout le monde dans cette scène-là. C'est un peu théâtral, mais je suis en arrière de ce Batman-là. On avait Michael Keaton la dernière fois qui était plus une force brute, mais on a un Batman qui est un petit peu plus combattant cette fois, puis il y a plus de techniques. C'est quelque chose que j'ai été quand même assez surpris. C'est un film que j'ai vu peut-être une bonne dizaine, peut-être 15 fois total, puis que cette fois, quand on analyse le film avec un calepin, puis qu'on prend plus de notes, j'étais quand même assez surpris de voir que Val Kilmer, peut-être qu'avec son costume, tout ça, va bien paraître quand même pour
Batman. Hein. En tout cas, on parle de Bruce Wayne un peu plus tard, comme j'ai dit. Mais en fait, l'apparence de Batman, son costume va bien y faire. Je trouve qu'il paraît assez complet. Même Batman 89, on dirait que des fois, le costume voulait lâcher. On voyait des fois des côtés du masque qui rentrait pas totalement sur la tête à Michael Keaton. Mais cette fois-là, le costume est vraiment bien adapté à Val Kilmer. Et que pour cette première scène, je suis vraiment en arrière de ce Batman-là, puis je suis même quand même assez époustouflé là, pour qu'est-ce qu'il va nous faire. Il va se faire prendre au piège en embarquant dans un coffre-fort parce qu'il y avait un des gardiens de sécurité qui était comme ligoté là, puis il va rentrer, puis finalement la porte va y refermer, puis finalement là, le coffre-fort va être tiré par un hélicoptère, puis que finalement dans le coffre-fort, dans tous les compartiments, il y a plein d'acide là, qui vont remplir tranquillement là, le coffre-fort. Je sais pas si ça a du sens, à quelque part il y a plus de liquide dans les petites compartiments que le coffre lui-même, là, ça se tient pas tout à fait. Mais je suis quand même capable de rester avec ça, avec cette idée-là, quelque part, là, qu'il faut mettre une mise en situation, puis être en danger, puis que Batman sauve quelqu'un. Puis c'est quand même tout correct. C'est action, puis c'est un petit peu over the top, mais ça reste quand même quelque chose qu'on pourrait voir sur une page ou des carrés là, de comic book. Puis j'ai rien contre ça, à quelque part. Le Batman, finalement, il va se ramasser sur l'hélicoptère, puis il va avoir un face-à-face avec double face. Est-ce que ça fait un combat à trois faces? Je sais pas, mais je trouve juste que ça fait vraiment... Batman va attraper le méchant, puis quelque part, Batman, il va recevoir un coup, puis il va perdre pied, puis finalement, il va être coincé dans l'hélicoptère, puis double face va réussir à se sauver de là. Puis l'hélicoptère, elle va rentrer là, dans la Statue de la Liberté. J'ai comme toujours trouvé ça un petit peu drôle, pareil, ou plutôt étrange. Juste, dans Superman 3, on voyait Superman aller sur la Statue de la Liberté, puis il dit comme que la statue est dans Metropolis. Puis, dans ce film-là, on dit que c'est Madame Gotham. À quelque part, où est Gotham et où est Metropolis, les deux ont la Statue de la Liberté, ou chacun leur statut de la liberté, peut-être. Je le sais pas, mais ça m'a comme un petit peu tout le temps dérangé, quelque part, que c'est où exactement. Je comprends qu'on crée toutes des villes pour l'univers de DC, puis même, c'est sûr que les films, oui, Superman existe dans cet univers-là, mais c'est pas les mêmes le même univers théoriquement. Il n'y a pas eu de Christopher Reeve en Superman dans cet univers-là. C'est un film qui est vraiment à part. Mais ça m'a quand même toujours chicoté de voir la Statue de la Liberté là, dans les deux films. Alors c'est là qu'on a notre introduction à Jim Carrey, dans le fond, qui est Edward Nygma. Puis lui, c'est ça. Dans le fond, c'est quelqu'un qui travaille là, pour Bruce Wayne, les entreprises Wayne, puis qu'il y a un nouveau projet, puis que dans le fond, il est obsédé par Bruce Wayne, puis qu'il y a un nouveau projet, puis dans son nouveau projet, il veut le présenter à Wayne, puis il cherche tout le temps une manière de pouvoir rencontrer Wayne, puis en tout cas, Wayne fait le tour de ses projets qui sont en développement, et finalement, il rencontre Edward Nygma. Bien sûr, on est un film et Bruce Wayne est un bon gars. Alors, les grandes corporations, ils pensent plus au bon choix à faire et non à l'argent. Fait que il va pas approuver le programme à Edward Nygma, The Box qu'on va appeler. Puis c'est ça, dans le fond, ça va faire virer fou encore plus Edward Nygma. C'est sûr qu'il était déstabilisé mentalement, mais en quelque part, ça va vraiment le faire partir de l'autre sens, puis vouloir, il va devenir obsédé par Bruce Wayne à partir de là. La scène va se terminer où ce que Bruce Wayne va voir le bat-signal, puis qu'il va voir quitter de là, puis il va rentrer dans son bureau, puis il va avoir un tunnel, ou pareil comme dans The Running Man, mettons, où ce que il y avait comme des tuyaux qui passaient souterrains, tout ça. Si vous avez vu le film avec Arnold Schwarzenegger, ça me fait penser à ça. En bout de ligne, lui il part dans une capsule, puis ça l'amène directement dans sa Batcave. Il fallait qu'il y en ait du tuyau, pas à peu près, là, puis il n'y a personne qui s'est posé vraiment de questions une fois que ce tuyau-là a été construit, ou en tout cas.
Fait que c'est sûr que ça reste une bande dessinée, mais c'est encore quelque chose qui m'a toujours dérangé là, de la première fois ou jusqu'à cette fois-là. Je trouve que ça n'a comme tellement pas de bon sens, puis c'est tellement juste bande dessinée, puis je comprends que c'est ça qu'on veut faire, mais c'est comme trop. Tu sais, je sais pas. C'est comme pour montrer que Bruce Wayne est bien sophistiqué, puis qu'il est comme toujours prêt à être Batman, puis sauter chez lui. Mais je me demande juste sa secrétaire qui arrive à quelque part, qui a vu Batman ou Bruce Wayne rentrer dans son bureau, puis qu'il fait comme, OK, il est où? Je veux dire, je l'ai vu à sa porte, puis là, tout d'un coup, oups, il a disparu. Puis c'est surtout quasiment évident quand on regarde bien le plan qu'il glisse sous sa chaise, il y a comme un gros rond sous sa chaise. Mais c'est peut-être connu qu'il y a quelque chose dans son bureau qui l'amène à la maison. Fait que je laisse toujours un peu cette possibilité-là pour expliquer là, si mettons quelqu'un dit il est parti chez lui, puis c'est ça, tu sais. Fait que je me dis, puisqu'il y a beaucoup d'argent, tout ça, puis le monde le savent. Mais tu sais, je sais pas. Est-ce que tu veux vraiment que les gens savent qu'il y a un tuyau ou un genre d'ascenseur, quelque chose de même, qui envoie la personne directement chez lui quand cette personne-là est archi-milliardaire, tu sais? Puis que tu pourrais avoir quelqu'un de mauvaise intention qui s'arrange pour juste trouver une petite partie de ce tuyau-là, puis que il te fait sauter, puis que ça va mal pour Bruce Wayne à partir de là, mais en tout cas. Ça, c'est aller un petit peu trop loin dans cette direction-là. Fait que Bruce Wayne va se rechanger en Batman. C'est quand même une procédure qui passe assez rapidement, mais tu sais, c'est comme pour voir comment que Batman réagit là, quand il voit le bat-signal. Il est pas assis comme Michael Keaton la dernière fois où il attend à la maison que le bat-signal allume pour apparaître. On voit qu'il y a comme en guillemets une vie normale, puis que là, tout d'un coup, le bat-signal allume, puis il arrête qu'est-ce qu'il fait, puis finalement, ça prend le temps que ça prend parce que dans le fond, on voit que c'est quand même genre l'aube. Puis tout d'un coup, on est rendu le soir. Batman, il va se rendre sur le toit où il y a le bat-signal. Puis finalement, en pensant que c'est le commissionnaire Gordon qui est là, c'est Chase Meridian qui voulait juste comme voir Batman, tout simplement. C'est là un peu dans cette scène-là que il y a peut-être une référence à la femme chat. Ça peut être vu comme ça peut être vu autre chose. Quelque part, elle va commencer à s'avancer sur Batman, puis elle va essayer de rentrer sous sa cape peut-être, mais elle va lâcher un commentaire. Est-ce que je dois porter du cuir avec un fouet? Ça peut être vu comme une masochiste, mais le côté, ça ressemble un petit peu à le visuel qu'on avait de la femme chat la dernière fois aussi. Fait que ça peut être un peu dans les deux sens. Est-ce que c'était écrit pour être dans les deux sens? Je le sais pas, mais moi je trouve que c'était peut-être juste un petit message quelque part. Mais l'autre côté, je me dis, la semaine passée, le personnage de la femme chat est comme assez reconnu. Peut-être plus aujourd'hui, je le sais pas pour le temps, je lisais pas les comics fidèlement, je les lis pas plus aujourd'hui, mais je sais que il y a toujours un peu une histoire on and off avec la femme chat puis Batman. Et honnêtement, c'est deux personnages que je crois qui vont bien ensemble. Puis là, si bâton il y aurait quelqu'un d'autre qui pourrait rentrer dans la vie à Batman. Bruce Wayne devrait arriver puis dire regarde, il y a tout le temps la femme chat quelque part, puis avec quelqu'un d'autre, ça pourra jamais marcher en bout de ligne. Si ça marche pas avec la femme chat, qui dans mon idée à moi, parfaite pour le Batman, ça sert à rien pour le reste. C'est sûr que Batman va comme ça retourner de bord rendu là, il va comme un peu repousser ses avances, mais c'est pas certain tout à fait où ce que cette scène-là aurait été si, mettons, le commissionnaire Gordon ne s'aurait pas pointé. Mais encore là, le commissionnaire Gordon, il a pris vraiment du temps là, à arriver sur place. Quand on pense à ça, on sait que Bruce Wayne a dû partir de son entreprise puis se rendre chez lui, puis se costumer, puis après ça repartir à Gotham. Le commissionnaire Gordon, qui habite probablement peut-être pas trop loin de Gotham, peut-être qu'il habite loin. Ça, on peut dire ça aussi, là, mais c'est drôle pareil que
il habite. Ça prend encore plus de temps là, pour que lui s'y rende, mais il n'y a pas besoin de se changer quelque part. Edward Ning, toujours dans sa folie, va continuer à travailler sur The Box, puis c'est comme s'il va plus le peaufiner au courant de la journée en étant fâché. Il va avoir comme le gérant là, de plancher qui va venir demander à Edward là, d'arrêter, puis il va même comme le virer rendu là, puis finalement, Ed, il va le tuer, finalement, il va le tirer en bas là, de l'édifice Wayne. Qui ne va pas vraiment avoir d'incidence avec le film, mais en même temps, c'était comme un peu pour voir qu'est-ce que le box il pouvait faire. On voit comme que il voit comme en 3D, puis il est comme captivé par l'écran, puis c'est un peu ça, puis voir que Edward il peut comme tirer un peu là, du jus de la tête au gérant, là, mais en tout cas c'est un peu ça pour nous mettre ça en petit package là, en une scène. On va voir la maison de Ed. Moi, je l'appelle Ed, là. En tout cas, ça va être le Sphinx tantôt, mais il va arriver chez lui, puis il va avoir plein de marionnettes, ou il va même avoir un genre là, de mannequin qui va pointer à oui et non, puis qu'il est déjà comme le Sphinx avec des points d'interrogation partout. Je me dis, c'est quoi dans cet univers-là? Ça va faire que quand il va se transformer en Sphinx officiellement, ça va faire qu'il est juste comme une copie d'un autre personnage. Rendu là, c'était quoi l'original? Ça vient pas de nulle part, là, tout ce personnage-là rendu là. Il y a un bout où il va garder là, tout, il va comme avoir sa face, puis avec tous des corps qu'il pourra faire, tout ça. Ça doit être quelque chose. Puis, je sais pas, je me dis, dans le pire des cas, on aurait dû avoir quelqu'un mythique quelque part qui était joué peut-être par Frank Gorshin ou quelque chose de même, sans Batman des 66, mais, je sais pas, ça aurait été comme un peu fun quasiment d'avoir peut-être un genre de caméo ou quelque chose de même, me dire qu'il y a déjà eu ce Sphinx-là, puis que là, lui, il est comme la renaissance de ça. Quelque chose de même. Je trouve que juste avoir une maison de personnages en verre et de points d'interrogation qui existe déjà, puis que lui, il cherche à vouloir devenir ce personnage-là, mais à quelque part, il vient de où ce personnage-là? Ça m'a comme tout le temps là, déstabilisé sur ce film-là. Là, puis je trouve que ça a comme pas rapport avec, quelque part. Là, c'est pour un personnage qui est supposé devenir de plus en plus intelligent, je trouve que quelque part, il n'est pas allé chercher loin pour créer son personnage. I hope you made extra. Who the hell are you? Just a friend. But you can call me The Riddler. Alors Bruce Wayne, il va aller consulter Chase Meridian en civil, là, il sera pas en Batman cette fois-là. Pourquoi est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller la consulter? Oui, ils vont faire la mention du cirque, puis il dit, regarde, il y a une nouvelle fille en ville, puis je vais aller la consulter, puis en bout de ligne, je vais aller l'inviter au cirque, puis peut-être qu'elle va pouvoir enlever ses yeux de Batman, puis regarder Bruce Wayne. C'est peut-être ça un peu qui se passe là-dedans, parce qu'en bout de ligne, oui, il va y présenter officiellement, comme sa raison qui est là, il va y présenter les menaces ou les énigmes que Edward Ning va y donner. Puis, qui sait pas que c'est Edward, là, mais en tout cas, il va y montrer ça, mais en bout de ligne, il a tout compris, puis il sait en bout de ligne c'est quoi les réponses. En tout cas, s'il sait pas c'est quoi, puis il avait vraiment besoin là, d'avoir Chase Meridian, je trouve que ce Batman-là ou ce Bruce Wayne-là n'a pas besoin. Il n'y a pas les qualifications là, pour être Batman rendu là s'il n'est pas capable de déduire ça par lui-même. Mais la scène où ce qui va rentrer là, c'est quand même un peu exagéré où ce que Chase est en train d'avoir son punching bag dans son bureau. Puis, que Bruce Wayne doit défoncer la porte. OK, c'est juste un petit peu drôle. Ça fait au pire sourire. Mais c'est la manière que cette scène-là termine. Puis, ça va arriver une couple de place pendant le film. Il va juste comme. Il dit, c'est comme vraiment trop écrit. C'est probablement dans la performance de Val Kilmer. Qui est quelque chose qui marche pas rendu là. Il dit, oui, je dois vraiment te sortir de votre linge. Mais je pense pas qu'il y a vraiment une manière de dire ça. Après ça, il continue un peu sa phrase une fois qu'il dit excuse-moi.
ben pas t'amener dans, tu sais, pour que tu te changes puis que tu te mets dans une robe pour sortir. Puis dis-moi donc, est-ce que tu as déjà été au cirque? Tu sais, ça paraît vraiment comme un texte qui a été écrit, mais ça ne fait pas. Tu sais, je pense que y a, dans les phrases ou quelque chose de même, il y a quelque chose qui me dérange vraiment. Tu sais, même il y a Val Kilmer, on dirait qu'il y a de la misère à dire la phrase et il fait comme s'enfarger là, dans ses dents ou quelque chose de même. Je ne sais pas quoi, dans sa prestation, il y a quelque chose qui marche pas, puis ça me dérange tout le temps à chaque fois. Là. Juste ce petit bout-là. Quelque part, il aurait dû juste dire. Juste au moins enlever le. Dis-moi, docteur. Juste le début de la phrase, là, ça aurait dû être coupé. Ça aurait dû être juste comme quasiment. Dit de nulle part. Dans le pire des cas, ça aurait dû tout être coupé. Là, le fait que je dois vraiment t'enlever tu dois enlever ce linge-là. Puis qui répond, excusez-moi, et qui répond, et te mettre dans une robe. Tu sais, je sais pas, en tout cas. Ça démontre vraiment là, la qualité de l'écriture du film. Ça marche pas. Quelque part, on veut passer un punch, mais ça marche pas. Tu sais, ça marche tout simplement pas. Fait qu'on se ramasse au cirque où on va avoir l'introduction là, des Grayson volants. Ça va être toute la famille là, des Grayson, puis on va avoir la première fois là, qu'on va voir Robin à l'écran ou Dick Grayson. Bien sûr, ça fait quelques minutes qu'on n'a pas eu de scène d'action. Fait que Double Face va se pointer. Puis c'est à partir de là où ça va refaire un peu la même histoire que Bruce Wayne a vécu quand il était enfant. Puis en bout de ligne, ben, les parents de Dick, ils vont se faire tuer là, dans toute cette scène-là. Je me dis à quelque part, oui, Robin a dû comme c'est comme l'héros du jour à quelque part, puis il va avoir sauvé tout le monde. Mais, tu sais, Double Face, il a mis une bombe de 2 minutes dans le cirque, puis il reste sur place. Tu sais, je le sais pas, tu sais, c'est quoi exactement? Il voulait tuer le monde, puis se tuer aussi, tu sais. Il va avoir supposé. Ce qu'il voulait en bout de ligne, c'est de savoir où ce qui était Batman, ou attirer Batman. Mais, tu sais, il donne 2 minutes, tu sais, puis en pensant que peut-être Batman est là, dans genre ces 500 personnes qui sont là, puis je pense qu'il doit même pas avoir 500 personnes, il y a peut-être 100 personnes. Mais dans ces 100 personnes là, il y a le commissionnaire Gordon qui est assis à côté du maire, puis que le maire, une fois, il va se lever, il va dire hey, qu'est-ce que tu veux de deux faces ou double face? Puis c'est ça qu'il va dire, il veut jouer Batman. Mais Gordon est assis à côté, puis il ne bouge pas du tout. Tu sais, je trouve pas. Je sais pas quoi dire à quelque part. Je trouve juste ça ridicule. Puis ça m'a fait rire. Là. Je pense. Ben, en tout cas, je riais pas aux larmes, là, mais. Tu sais, le commissionnaire Gordon qui est de la police, tout ça, tu sais, il est pas en train d'essayer d'appeler des gars, des renforts, des affaires de même, tout ça, tu sais, il est juste assis puis il regarde qu'est-ce qui se passe. Tu sais, il y a quelque chose là, qui marche pas là, avec Pat Ingle là, dans ce personnage-là, tout ça. Mais tu sais, je comprends que c'est ça qu'on lui a demandé. Là. Le réalisateur a dit, tu sais, t'es le commissionnaire de la police, mais tu reste là, puis regarde les choses aller, puis laisse le maire juste se pointer. Tu sais, en tout cas, si on réfère au commissionnaire Gordon de 1966, il aurait probablement fait la même affaire. Dans toute la folie de quand les gens là, ils savent qu'ils ont comme 2 minutes, tout ça, il y a Batman ou Bruce Wayne qui va se lever, il va dire ouais, je suis Batman, tout ça. Tu sais, c'est bizarre. On a voulu comme montrer que Bruce Wayne il a des bonnes intentions de dire que il va pas mettre sa vie. Ou plutôt son identité de Batman avant la vie des gens. Mais tu sais, je me dis comme quelque part, c'est juste ça a été scripté, puis ça n'a pas été réfléchi, parce que dans toute autre situation, si mettons il n'y aurait pas eu une panique ou quelque chose de même, il n'aurait jamais fait ça. Il serait parti directement, puis il aurait trouvé une raison pour se transformer en Batman quand même, puis se pointer, ou justement faire ce qu'il fait, là, à essayer là, de défendre un peu, puis de se battre contre la gang à double face, tout ça. Il aurait fait ça directement, mais il serait jamais arrivé puis dire je suis Batman de même, quelque part. Je crois que Batman est assez intelligent pour savoir que ça marchera pas comme ça, tu sais. Mais je comprends que ça doit être fait parce que ça va avoir une suite dans la relation avec Dick Grayson et Bruce Wayne.
Fait que Double Face, il se sauve par en dessous. Dans le fond, il prend une porte de sortie. Je sais pas si la bombe, quelque part, quand il reste quelques secondes, toute la tente aurait écrasé, tout ça, puis ça aurait probablement quand même tombé, même si t'es en tour de la tente, ben tu serais probablement tout écrasé. Je veux dire, ça marche pas encore une fois, comme je dis, le 2 minutes là-dedans. Mais en tout cas, il va se sauver, puis Bruce Wayne va prendre Dick chez lui. Il va avoir comme de l'empathie, puis en même temps, c'est ça, il a déjà vécu un peu la situation, fait que il veut juste comme donner un toit au petit gars le temps qu'il se rétablisse un peu. Mais je sais pas il a quel âge exactement. Il conduit sa petite moto, tout ça. Bon, je sais pas exactement là, les lois aux États-Unis pour conduire une moto puis conduire un auto, tout ça. Mais moi, j'ai comme vraiment l'impression que ce Dick Grayson-là est quand même majeur, puis en bout de ligne, il n'y a pas besoin là, d'aller habiter ailleurs, quelque part de même. Il n'y a pas d'affaires nécessairement là. Bon, de parrainer un enfant mineur, tout ça, ça serait peut-être, ça marcherait pas exactement là, dans l'univers de film que ça soit un enfant, mais je sais pas. Ça marche pas tout à fait. Il faut pas comme trop se poser de questions. C'est un jeune adulte aussi qui est déstabilisé par tout ça. Bruce Wayne, il offre quelque part à rester là, le temps qu'il se replace un peu, puis il comprend ça, là, que les parents se sont fait tuer, tout ça. C'est comme ça que je vois ça. Mais ça fait un peu forcé. Dans ces scènes-là, je peux pas dire par contre que j'aime les premières scènes là, avec Bruce Wayne puis même Alfred, tout ça. On va remarquer que dans ce film-là, Alfred est un petit peu plus présent que il a pas été aussi présent là, dans les 2 derniers films, mais dans ce film-là, il est quand même assez pas mal présent. Puis la relation là, de Dick et Alfred, je l'aime quand même assez bien là, dans le film. Je trouve que c'est quelque chose qui se tient assez bien. Je trouve que ils ont bien fait ça. Il y a juste la scène peut-être où ce que Robin il va comme tout tordre son linge puis il va le plier par lui-même, tout ça. Je trouve un petit peu cette scène là elle va me débarquer un peu là, pour le temps qu'elle dure là, mais c'est pas fatal rendu là, mais en tout cas. Fait qu'on est rendu à 48 minutes, puis pour une raison X, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Batman, fait que on doit avoir une scène, une poursuite de voiture avec Batman. C'est vraiment pour ça. Parce qu'il y a le bat-signal qui a allumé pour dire que Batman doit sortir, mais on n'a pas de suite à ça. On sait pas exactement pourquoi que le bat-signal a été allumé. C'est juste, d'après moi, il y en a un qui arrive, puis tu sais, comme qu'on va fermer une shop pour dire qu'on est fermé, puis on va mettre le code de sécurité, puis on dit on s'en va, tout ça, ben à quelque part, le poste de police ferme, puis on met le code de sécurité, puis en même temps, on switch l'interrupteur à on pour le bat-signal, puis c'est l'heure où ce que Batman doit patrouiller les rues. Je sais pas exactement, mais c'est ça que ça me fait penser rendu là, parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas de suite au bat-signal. Fait que il se promène dans la rue, puis Double Face, il va se pointer. Je trouve quand même que c'est un peu intelligent d'un côté, la manière que c'est apporté, où ce qu'on voit Double Face. C'est comme un peu quelque chose qu'on voit dans plusieurs films, surtout dans ces années-là. Une madame qui pousse un panier d'épicerie, puis que souvent elle va se faire ramasser son panier d'épicerie. C'était quelque chose qui était bien cliché là, dans le temps, mais finalement c'est Double Face qui était déguisé. J'aime quand même juste un petit peu ce clin d'œil là quelque part qui me ramène vraiment là, à cette époque là, puis qu'on a juste fait un petit spin là-dessus, puis je trouve ça bien correct. Il y a c'est là où je vais parler un petit peu de la Batmobile. J'aime quand même un petit peu la nouvelle apparence à quelque part. Par logique, la Batmobile a été démontée au dernier film, mais à quelque part on a tout redessiné, fait que ça peut être théoriquement la même Batmobile, mais c'est sûr qu'elle apparaît plus jouet. Quelque part il y a plein de trous dans la Batmobile, on le voit. Si mettons elle se fait mitrailler, il y a probablement là, plein de balles qui vont rentrer puis détruire un moteur, tout ça. Elle n'est pas très très à l'épreuve là, des méchants bandits qu'on pourrait dire, puis que elle pourrait se faire là, détruire assez facilement. On ramènera pas le bouclier à rien qu'il y avait là, dans la version de Tim Burton. Puis c'est pas que je la trouve inférieure à celle-là à Tim Burton, mais
oui, c'est un beau véhicule, mais j'aime quand même peut-être mieux là, l'apparence qu'elle a dans la version Tim Burton. Pour juste quasiment là, des questions qui ont de l'air plus solides. Celle-là, elle essaie de bien paraître, puis vraiment juste être belle aux yeux, mais je trouve que juste qu'après ça prend pas une seconde, puis que tu te dis, ben, ça n'a pas de sens. Elle est juste comme trop illuminée pour quelqu'un qui veut juste comme paraître inaperçu, puis. Tu sais, en tout cas, je la trouve pas laite, mais on a vu mieux dans les deux précédents films. C'est ce que je veux en venir à dire. La poursuite, elle va se poursuivre. Ils vont se promener là, dans la ville, puis tout d'un coup, ben, ça a l'air qu'il y a une rue, qu'il se termine par une maison ou un mur, quelque chose de même. On avait vu au précédent film. Il y a une rue qui se termine par deux édifices qui sont très collés, que finalement, il y a peut-être juste une moto qui peut passer dedans. Mais là, dans Gotham aussi, il y a une autre rue qui se termine par un mur. Fait que Batman va utiliser son grappin pour sous-élever la Batmobile, puis qu'elle va monter sur le mur. Mais moi, j'aimerais juste voir qu'est-ce qui se passe en haut. La Batmobile, elle fait quoi? Je veux dire, elle passe par-dessus l'édifice, puis finalement, ben, elle redescend de l'autre bord. Qu'est-ce qui se passe rendu en haut? C'est juste quand on se met à penser un petit peu plus loin que la scène, ben, pour sortir de la situation, ça se tient pas tout à fait. Le grappin pour redescendre, il fait quoi? Je le sais pas. Batman, il appelle son Batwing pour faire récupérer la Batmobile. Je le sais pas exactement, mais je trouve juste ça un petit peu ridicule rendu là. Mais le visuel quand même, puis l'idée. Ça sort un peu de nulle part, puis je suis quand même correct. On n'a pas eu nécessairement là, de scène de Batmobile elle-même. On a eu des poursuites dans les deux derniers films, mais qui se sont limitées à une poursuite normale. Là, on essaie d'en mettre un petit peu plus, puis c'est quand même correct. J'ai pas nécessairement là, de choses contre cette scène-là, malgré là, le fait que ça finit d'un peu d'un côté ridicule, qui est quand même peut-être un petit hommage aussi à Batman 66, où ils sont en train de monter tout le temps les édifices avec le grappin. Ça fait un peu peut-être un mini hommage, puis je suis capable de prendre ça quand même pour la scène qui finit. Mais je trouve que la scène elle se pointe juste parce qu'ils ont besoin d'une scène d'action qui se pointe à quelque part, parce que là ça fait plusieurs minutes, voire peut-être 15 minutes qu'on n'a pas vu Batman. Alors suite à ça, on va avoir l'union de Double Face et le Sphinx. C'est là où le Sphinx va avoir assumé son personnage. Puis, tu sais, on avait vu juste avant, c'est ça, il choisissait ses noms, tout ça. Puis, il y avait quelque part où il faisait mention qu'il pourrait s'appeler The Puzzler. Tu sais, c'est comme une référence à Batman 66, où je pense que c'est dans la deuxième saison, où il n'y avait pas de. Le contrat avec Frank Gorshin qui faisait le Sphinx, ben, il était comme tombé à l'eau, puis il y avait comme des problèmes de négociation. Puis, on avait comme réinventé un peu. On avait gardé le même concept, mais on avait créé un autre personnage là, qui s'appelait The Puzzler. Fait que tu sais, j'ai comme trouvé ça quand même assez fun comme clin d'œil. Parce que tu sais, en même temps, je suis toujours en train là, d'écouter là, la série de Batman 66. C'est quelque chose tout le temps qui me fascine quand même. Là. C'est quelque chose que je veux rajouter là, dans mes choses que j'ai vues. Puis la série de Batman 66, je la trouve quand même assez le fun. Ça fait peut-être 2 ans là, que j'ai commencé à l'écouter, puis je suis quand même assez avancé dedans, mais c'est pas quelque chose que je m'assis à toutes les semaines pour en rajouter. C'est que je rajoute un épisode une fois de temps en temps, puis c'est ça. Fait que juste ce petit clin d'œil-là, je l'ai quand même assez apprécié. Il y en a un petit peu d'autres un peu plus loin aussi, où il y a un bout où Dick Grayson il va parler de Nightwing, qui est un clin d'œil au personnage que Robin va devenir plus tard, après qu'il a été Robin pendant plusieurs années. Tout ça. Il y a des petits clins d'œil de même là, que j'apprécie beaucoup, puis qui passent quand même inaperçus. Alors, l'alliance entre les deux personnages, je trouve que c'est quand même une belle mise en scène, quelque part. C'est tout vraiment 2 décors séparés, blanc et noir, puis que Tommy Lee Jones marche la ligne quasi parfaitement tout le long, pour vraiment toujours être
être entre les deux, tu sais, puis je trouve ça quand même assez bien, tu sais, il y a Drew Barrymore d'un bord, puis il y a une autre actrice de l'autre côté, tu sais, c'est vraiment, je trouve que c'est un bon, c'est une belle mise en scène à quelque part, mais ça reste que, malgré tout, je trouve que Tommy Lee Jones, il y a quelque chose qui ne marche pas dans le personnage. Peut-être pas la faute à Tommy Lee Jones, c'est juste la manière qui est écrit puis qui est juste comme exagéré. Puis, si on trouve pas lui exagéré, ben, le Sphinx joué par Jim Carrey, il est encore plus exagéré, qui fait que j'ai comme un petit peu de misère. C'est là où est-ce que vraiment le film, là, je parle de beaucoup d'erreurs ou des choses qui me gossent depuis le début du film, mais je pense que à cet endroit-là, c'est encore, je pense, accentué. Ils vont faire des vols, tu sais, puis oui, ils vont juste comme devenir des criminels pendant que Batman il fait rien, ça a l'air. On va même voir un reportage à télé, tout ça. Il fait rien, mais c'est comme ils sont rien de plus que des voleurs de banque à mes yeux rendus là. Puis oui, il y a le Sphinx, qu'il y a la grosse machination là, de vendre son produit là, de boxe à tout le monde, puis que dans l'espace là, de les 3 minutes, il va devenir super vendeur, puis que plusieurs résidents de Gotham vont devenir sous l'emprise là, du boxe, puis que ils vont comme envoyer leur intelligence ou leurs idées. On sait pas exactement qu'est-ce qui part dans la tête de la tête des gens. Est-ce qu'ils deviennent plus nono ou je le sais pas exactement. Je pense que c'est juste des mémoires qui partent, mais quelque part on va parler d'intelligence vers la fin du film. Je le sais pas. On joue sur un terrain de n'importe quoi. C'est sûr qu'on essaie de faire un film plus enfantin peut-être, puis c'est genre que oh mon Dieu, il retire toute la tête là, des gens de Gotham, tout ça. Mais je trouve que même quand on voit le repère des deux machins, ben, de voir Jim Carrey assis puis recevoir tout dans sa tête, je trouve ça complètement là. Ben, c'est comme quasiment troublant de voir ça, tout ça, mais ça me touche vraiment là, du mauvais sens. Là. Je suis pas en train de débarquer, là, mais je trouve ça complètement là, ridicule comme idée quelque part. Je comprends que on peut pas juste avoir juste des voleurs de banque, puis il faut qu'il y ait comme peut-être 2 agendas pour chaque personnage pour qu'il essaie de se démarquer. Mais rendu là, je pense que j'aurais préféré plus l'approche qu'on avait dans les 66, où ce que le Sphinx essaie de plus envoyer tout le temps des énigmes à fond à Batman, puis que Batman essaie de trouver des réponses, que juste avoir quelques petites énigmes qui sont lancées à Bruce Wayne, que en bout de ligne ça va donner ce que ça donnera, ou ce qu'on va reparler tantôt. Fait que Bruce va avoir repris encore un rendez-vous avec Chase. Puis c'est là où Bruce va comme un peu plus se rendre compte que Chase est plus attiré par Batman que lui. T'sais. Il va comprendre un peu son personnage à elle. T'sais, il y a eu aussi un peu des suites dans l'idée là, que comme elle a un chasseur de rêves, puis que Bruce Wayne a des problèmes avec ses rêves. Puis on va voir un peu là, des flashbacks là, de quand il était enfant, puis le meurtre de ses parents. Puis en tout cas, il y a comme toute cette histoire-là là, qu'on va nous embarquer un peu. Je vais en reparler un petit peu tantôt. Parce que, aussitôt qu'il commence à s'embarquer un peu là-dedans, ben la montre à Bruce Wayne elle va sonner, puis que c'est Alfred qui l'appelle, puis qui va lui dire que Dick est parti avec la Batmobile. Il va lui dire il est parti avec la voiture. Là, il dit Bruce Wayne va commencer à dire toutes les voitures qu'il y a, tranquillement, puis Alfred va lui dire non, c'est l'autre voiture que je peux pas te dire parce que t'es avec quelqu'un. J'imagine juste encore une fois la scène après, elle va dire bon ben je dois partir parce que comme t'as entendu sur ma montre, Dick est parti avec ma voiture. T'sais, j'imagine juste Chase un peu arriver, puis juste la scène du primaire quelque part qu'elle pourrait dire genre
maudit loser quelque part. Tu capotes parce qu'il part avec une de tes voitures. Je veux dire, tu es capable de t'en payer genre 100 000 genre demain matin là, pour remplacer, ou que ce soit n'importe quelle voiture, tu peux te la payer tout de suite n'importe quand. Mais on n'a pas cette scène-là, mais c'est à peu près ce que je me dis à chaque fois que cette scène-là termine. Fait que Dick il se promène avec la Batmobile. Puis il y a une fille qui se fait agresser, là. Puis tu sais, je veux dire, c'est agresser, là. C'est quasiment un gros mot, là, pour qu'est-ce qui se passe, là. Par un gang de rue, puis finalement, ben, lui, il va intervenir, puis il va se faire passer pour Batman. Puis c'est une scène qu'on avait quand même un peu de besoin pour établir un peu que le personnage de Dick, il est capable de se battre tout seul, puis il est capable de prendre, tu sais, de vraiment ramasser là, des gens, puis il n'y a pas besoin, là, nécessairement, là, d'avoir Batman aussi. Le grand méchant là, de cette bande-là, c'est un acteur qui, Don the Dragon Wilson, qui jouait là, dans des films d'action là, du temps, là, des films d'arts martiaux, tout ça. Quelque chose que j'ai su juste en faisant mes recherches pour le film, je trouve quand même assez fun. J'ai pas vu de film avec, c'est pas un de mes acteurs, mais je me rappelle d'avoir vu beaucoup de boîtes là, avec cet acteur-là, tout ça. Puis je trouve ça quand même le fun là, qu'on est allé chercher quelqu'un. C'est juste qu'il était comme un peu mal représenté. C'est une scène qui est encore très très visuelle. Puis c'est comme j'ai dit plus tôt, ben tu sais, on a comme un peu retrouvé une autre manière là, de changer un peu le visuel du film. Puis j'ai rien contre ça à quelque part. Je suis comme un peu habitué là, quelque part de voir du vert, du jaune, du rose. Tu sais, puis depuis le début, on voit juste ça. Mais là, tu sais, on joue avec du fluo un peu. C'est une scène qui paraît bien quand même. Mais il me dit que dans le transfert Blu-ray que j'ai, l'écran elle donne quand même un petit côté mou. Puis je me dis, j'aimerais ça voir quand même un meilleur transfert de ce film-là, à quelque part où ce que les couleurs pourraient sortir encore plus. Je trouve que visuellement, on pourrait encore faire mieux. Je pense qu'il y a un coffret là, qui existe en 4K, puis je sais pas si on a encore un meilleur transfert. Je suis pas mal sûr que ça doit être pas mal mieux. Là. Les Blu-ray là, de la série des Batman, ça fait quand même une dizaine d'années là, qui ont été produits. Puis la technologie a beaucoup changé, là, fait que visuellement, j'ai rien à dire là, en fait des couleurs, tout ça. Ça doit être quelque chose là, qui doit valoir la peine là, à voir. Mais que les versions Blu-ray, peut-être que je les recommande pas, justement là, pour le temps là, qu'ils ont été faits, là, la technologie n'était pas encore à la fine pointe là, pour les transferts Blu-ray. Mais qu'ils doivent tellement bien sortir dans une nouvelle version actuelle. Là. Fait que Batman il va se pointer pour comme aider Dick. Tu sais, genre, tout le monde, une fois qu'ils savent que Batman est là, ben, ils ont peur comme tout. T'sais. Ils sont peut-être 30, mais ils ont juste peur de Batman rendu là. Puis peut-être que Dick Grayson était Batman, mais juste le fait qu'il n'y a pas le costume, ben, ils en ont pas peur. T'sais. Fait qu'en tout cas. C'est là où le fait que Bruce Wayne a essayé là, de dire qu'il était Batman dans le cirque va revenir un peu. Parce que Chris O'Donnell, ou plutôt Dick, il va arriver et il va dire tu t'aurais pu sauver ma famille, mais tu l'as pas fait. Mais en bout de ligne, Batman, on sait que c'est une bonne personne parce que il a essayé là, de dévoiler son identité à lui à double face, tout ça, pour essayer là, de sauver le massacre. C'est comme vraiment clair que tout avait été écrit pour cette scène-là, rendu là pour faire l'union des deux personnages. Mais Batman, il va pas adhérer à ça. En bout de ligne, il dit regarde, je veux pas d'autres personnes qui travaillent avec moi. Puis, tu sais, oublie ça, je veux dire, la vengeance mène à rien, puis c'est pas une bonne idée rendu là. Fait que non, je refuse. On va se ramasser comme à la soirée d'inauguration là, de la nouvelle box. Puis, tu sais, comme j'ai dit en 3 minutes, il y a Nigmatech là, qui est devenu une grosse entreprise là, en quelques jours, puis qui est en train de déclasser les entreprises Wayne. Puis, tu sais, on nous le dit en dialogue que Nigmatech fait beaucoup plus que les entreprises Wayne, puis qui pourraient même l'acheter, puis tout ça. Tu sais, c'est du n'importe quoi rendu là, mais tu sais, il faut juste comprendre là, qu'est-ce qui se passe.
sais, dans le fond, tout se passe en genre 5 jours, la manière que c'est fait, mais si on pense à tout ça, rendu là, y a-tu eu plus de temps avec Bruce Wayne puis le docteur Meridian? Y a-tu eu d'autres fois où Batman et Meridian se sont vus aussi? T'sais, un peu tout ça, où c'est vraiment juste les seules fois, puis en genre 24 heures, Nigmatech a explosé. Ça se tient pas. On s'entend que ça marche pas exactement, mais pour le besoin du film, on a besoin que ça marche en accéléré. Il y a un bout là-dedans où Edward il va arriver puis il va dire essaye donc la boîte, tout ça, t'es pas game de l'essayer. Puis Bruce Wayne va dire dans le fond, il veut pas l'essayer parce qu'il sait que il y a de la manipulation là, de cerveau là-dedans. Puis à quelque part, en public, à quelque part, il va arriver puis il va dire je veux juste essayer de fermer le système, puis aller voir que ça fonctionne. Mais si tu fermes le système, à quelque part, ça fonctionne pas. Ça n'a pas rapport tout à fait. Là. Puis quelque part, s'il voulait essayer vraiment la chose, pourquoi qu'il ne l'essaye pas chez lui? Je sais pas. J'ai comme trouvé que c'est toujours été comme une chose que Bruce Wayne a faite qui est vraiment stupide. Puis je me demande si ce Bruce Wayne-là a vraiment les capacités mentales d'être Batman. Puis c'est peut-être juste ça, à quelque part aussi. Peut-être qu'il a besoin d'avoir quelqu'un d'autre. C'est peut-être un peu une idée de fond du film, à quelque part, que Bruce Wayne a pas la tête, à quelque part, puis qu'il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre avec. Bon, OK, Dick ou Robin plus tard va jamais vraiment montrer qu'il est plus intelligent que Bruce Wayne ou Batman. Mais je trouve juste que Bruce Wayne fait des choses un petit peu non-sensées pendant tout au long du film. Puis comme pas mal toutes les scènes où Bruce Wayne et Chase sortent ensemble, il y a tout le temps encore double face qui va se pointer, puis que finalement il va casser le party. Puis ça va se terminer encore par une poursuite de Batman. Puis que cette fois-là, on va avoir vu Bruce Wayne comme sortir par la porte arrière, puis qu'il va avoir demandé à Alfred son costume, puis que finalement, dès qu'il va l'avoir suivi, il va avoir fait la même chose en passant par une autre porte, puis qu'il va se transformer en Robin. Puis c'est ça, t'as la poursuite, puis que finalement, Robin va sauver Batman, là, parce que Batman, il est tombé sous des décombres. Tu sais, quelque part, Double Face veut tuer Batman, mais il y a un gros canon dans les mains, genre de lance-grenade, tout ça, mais il va tirer au pied de Batman au lieu de tirer sur Batman. Tu sais, je sais pas. Tu sais, je veux dire, 3 cm un peu plus haut, puis t'avais au moins pogné le pied à Batman. Mais en tout cas, c'est pas ça qu'il faut qu'il arrive, c'est sûr, parce qu'on a une franchise de Batman, on sait qu'il faut que Batman survive, mais tu sais, ça a juste pas de sens rendu là. À la scène peut-être la plus adulte du film. Il y a Chase Meridian à la scène précédente, elle avait donné rendez-vous à Batman de venir la voir genre à minuit chez elle. Je dis la plus adulte, mais en tout cas, on s'entend qu'il se passe à rien, puis genre à 11 ans, là, 10-11 ans, peut-être 12, là, en tout cas, là j'ai vu ça, moi j'ai pas vu grand-chose. On s'entend, là, c'est très léger, il n'y a rien d'explicite. Là. Fait que rendu là, c'est là où Chase elle se rend compte qu'elle aime peut-être plus Bruce Wayne. Hein. En tout cas, je sais pas. Quand on pense à ça, elle prend un peu Bruce pour un nono. Rendu là, ça peut peut-être faire l'affaire à Bruce Wayne. Là, l'autre bord, il se retourne de bord et il dit elle va me préférer moi en ce que je suis et non un costume. C'est quand même bien là-dessus, mais de l'autre côté, Batman ou peut-être Bruce Wayne, c'est pas nécessairement lui. La personne, c'est Batman avec son costume de Bruce Wayne. C'est ce qu'on a parlé un peu là, dans les 2 derniers podcasts. Puis là,
on arrive là, avec une histoire où ce que Bruce Wayne préfère qu'on l'aime en Bruce Wayne et non en Batman. En tout cas, on joue un peu contre l'inverse de ce qu'on a fait là, les 2 derniers films. Je vais pas trop le tenir contre le film. Là. Je comprends un peu le principe, mais toute cette histoire-là, tant qu'à moi, là, aurait dû juste comme jamais exister. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Mais c'est à partir de là où ce que Batman, lui, il va arriver puis il va dire ben moi, Bruce Wayne plutôt, il va arriver puis il va dire OK, je ferme Batman, il n'y a plus de Batman, il n'existe plus. C'est comme t'attendais juste de tomber en amour avec quelqu'un pour que tu arrêtes d'être Batman. C'est ça qu'on est en train de dire rendu là. Peut-être que aussi ça a rapport avec Dick qui est en train d'être influencé à vouloir se faire justice là, en tuant 2 faces. Il y a peut-être ça un peu aussi, là, il y a tout ça ensemble. C'est juste que ça se passe tout de suite après. Puis c'est comme quasiment que là, il a décidé qu'il devenait juste Bruce Wayne à cause de Chase Meridian. Je trouve ça un petit peu. Je trouve ça un peu nono. Puis je trouve juste que. Il s'assume pas quelque part, Bruce, puis pourquoi il est embarqué nécessairement dans toute cette histoire-là. Là. Ça, je sais pas. Comme je dis, là, ça aurait dû jamais exister, cette histoire-là. Mais puis en plus, tout ça, ben, ça va pas empêcher Dick de partir avec sa moto, puis son costume de Robin, puis il va aller. Continuer son chemin, mais dans le fond, on ne saura pas exactement qu'est-ce qui va se passer avec lui. Il va sortir, plus tard même, on va dire qu'il est parti. Alfred va confirmer ça. Puis il va revenir plus tard costumé avec son costume de Robin, là, mais en tout cas, on n'est pas rendu là. Fait que Chase est invité chez Wayne, puis en gros, on a finalement comme un peu le restant de l'histoire avec tous les flashbacks. Puis, dans le fond, on va élaborer un peu sur l'histoire qu'on avait vue dans Batman 89. Pourquoi qu'on est vraiment allé sur ce terrain-là? Ça donne pas grand-chose en bout de ligne. C'est peut-être juste pour montrer vraiment comme les débuts de Batman, mais on montre pas grand-chose. Je trouve juste ça comme on a donné ça, mais dans le fond, on donne rien. On essaie de montrer qu'on montre les débuts, mais il y a rien. Ça sert absolument à rien de ramasser ça. Donc pourquoi que je me dis que Nicole Kidman n'a pas rapport comme personnage, puis que l'histoire a déjà été dit là, du début de Batman. On aurait peut-être dû se concentrer sur Robin dans le pire des cas, puis en mettre un peu plus sur lui, que essayer de redire l'histoire des débuts de Batman. Fait que c'est à partir de là où que Chase qui a fait son choix de Batman et Bruce Wayne, elle va embrasser Bruce, puis elle va se rendre compte que finalement que le Batman qu'elle avait embrassé juste avant, que c'est la même personne là, mais juste en même temps, c'est là encore que Double Face et le Sphinx vont casser le party. Ils vont pointer chez Wayne, parce que c'est ça, dans l'autre scène où Wayne a finalement succombé à la tentation de vouloir essayer la boxe à Edward, ils ont réussi à rentrer dans sa tête, puis finalement, c'est ça les amène chez Bruce Wayne parce qu'ils ont découvert que c'était Batman. Puis là, on va avoir comme toute la destruction là, de la Batcave, puis tout ça, puis il va y avoir la gang qui vont courir après Bruce Wayne, puis Chase. C'est le fun de voir quand même que Bruce Wayne peut faire quelque chose, ça reste la même personne, là, mais de voir de l'action avec Bruce Wayne, qui va être comme terminé abruptement par le Double Face qui tire sa scène en l'air, puis que finalement, une fois que ça tombe sur le côté pile ou face, là, en tout cas, je sais pas quel bord, mais il va sortir, puis il va tirer une balle sur Bruce, mais ça tuera pas Bruce. C'est où ce qu'il a tiré Bruce, à quelque part? Il a-tu tiré dans la tête? Ça l'a frôlé sa tête? Ou c'est quoi exactement qui s'est passé? C'est pas clair. Mais je me dis, l'autre côté, ça sert à quoi d'avoir une scène si, mettons, t'es pas capable de vraiment jouer le jeu du... si, mettons, ça tourne d'un bord, puis que ça marche pas,
ben, tu sais, que ça va dans un sens, ben, prends ce sens-là. Tu sais, je pense que ça aurait été plus intéressant de mettre vraiment qu'il décide de ça marche pas, il fait autre chose. Pas qu'il s'assied puis qu'il attend que la réponse arrive. Je comprends que c'est le côté méchant, tu sais, qu'on veut, comme il veut vraiment que ça arrive puis il veut tuer Batman. Mais, tu sais, ça aurait été intéressant. Je pense juste comme concept. Mais de le faire à l'écran, c'est sûr que c'est autre chose. Là, en même temps, ben il y a le Sphinx qui descend dans la Batcave puis qui lance des bombes partout, puis que là, on a toutes sortes de sons qui se rajoutent par-dessus ça. C'est une scène qui est dure à regarder à mes yeux. Là. Je trouve ça carrément déconnecté là, de tout ce qu'on a vu avant. À chaque fois que Jim Carrey est là, c'est oui, il vole le show, ça je vais le donner, mais il est trop. C'est juste trop. Si on retourne à Frank Gorshin qui faisait le Sphinx là, dans les années 66, ben oui, il était trop, il prenait beaucoup de place. Mais j'ai l'impression que Jim Carrey, là, c'est trop. C'est juste, il en prend trop à quelque part. Puis il y a un bout qui a tellement pas de l'air là, il fit même pas dans un film qui est basé sur une bande dessinée. Je trouve qu'il y en est trop. C'est trop. C'est juste trop pour moi. Peut-être que la scène a duré trop longtemps aussi. T'sais. Peut-être qu'un enfant de 5 ans va rire, mais je sais pas, c'est trop. On essaie d'aller dans des bouts un peu sérieux, mais on a des choses qui sont tellement ridicules puis enfantins que il y a quelque chose qui marche pas. Là. Alors, Bruce Wayne va se réveiller le lendemain, ou en tout cas plusieurs jours plus tard, on ne sait pas exactement, parce qu'il a été sonné là, par la balle ou quelque chose de même, il est tombé, tout ça. Puis, en tout cas, c'est pas, comme j'ai dit, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que la balle l'a atteint ou pas. C'est ça, Alfred va lui dire que la Batcave est détruite, que Dick est parti, puis que aussi Chase s'est fait kidnapper. Fait que là, il y a eu encore un autre énigme. Puis c'est là qu'on va décider là, qu'on trouve c'est quoi l'énigme finale, c'est quoi exactement que tout veut dire. Tu sais, dans le fond, toutes les énigmes ne valaient rien. En bout de ligne, ils ont tous des chiffres ensemble, puis qu'on va découvrir on va déchiffrer les lettres de l'alphabet là, selon son chiffre, tout ça, puis juste pour, dans le fond, arriver sur le fait que Edward Nigm a tué le gérant au début du film. T'sais, on est en train de nous dire ça depuis le début du film, c'est juste ça. Il n'y a pas rien d'autre. Tous les morceaux ensemble, l'allumette, le terrain de tennis, toutes les choses qu'il a laissées, ça sert absolument à rien. Je le sais pas, je me dis à quelque part, c'est vraiment à ça qu'on veut amener. Je pense pas qu'on avait besoin des énigmes tout le long du film pour que Bruce Wayne fasse 1+1. Mais c'est sûr que je pense que ce Bruce Wayne-là, il a pas toute sa tête et qu'il est pas si intelligent que ça. Fait que, en tout cas, c'est même si Alfred va dire « Ah, ben, t'es vraiment intelligent. » Non, je m'excuse, là, mais il aurait dû catcher assez pas mal avant, là. Fait que puisque la Batcave a été détruite, ben il faut que Batman sorte un prototype. Il va avoir un nouveau suit qui est comme tout argenté. Je trouve honnêtement là, le nouveau suit aussi, il est quand même assez beau. J'aime quand même le design, puis sur le côté là, où c'est moins rond, puis il y a comme des côtés pointus, tout ça. Je trouve qu'elle est quand même assez flasheuse, mais j'aurais jamais vu Michael Keaton prendre ce suit-là. Mais je pense que le bout que j'aime le plus, c'est je pense avoir le logo Batman carrément là, sur sa poitrine. Je pense que ça flash quand même un peu plus. C'est quelque chose qui est en fait design là, que j'aime bien. Là, mais c'est en mettre plus. Mais honnêtement, là, il aurait gardé le même costume. J'ai aucun problème avec ça. C'est pas comme tout d'un coup, je suis plus dedans à cause qu'il y a un autre costume argenté. Puis pourquoi l'avoir argenté? Peut-être que ça reflète plus de lumière, tout ça, puis ça peut être plus camouflage. OK, peut-être. Là, c'est peut-être plus l'idée. Mais il faut pas oublier aussi qu'il y a des jouets qui existent, puis que si maintenant on peut faire 2 suits de Batman, puis vendre 2 Batman pour ce film-là, ben c'est comme ça qu'il faut y aller. Là. Fait que Batcave détruite, plus de Bat-costume, mais il reste quand même son bateau puis son Batwing. OK, c'est parce qu'on les avait pas vus
que Edward ne les avait pas vus plus tôt. Ça se tient pas tout à fait, mais dans le fond, c'est juste pour rajouter là, de l'impact. Là, on sait pas exactement qu'est-ce qu'on fait. C'est drôle pareil parce qu'on a le Batwing de Batman 89, puis par la mer, ben on a comme ce qu'on avait là, dans Batman 92. C'est comme un peu on prend les deux mêmes affaires, mais on les a juste redessinés. Honnêtement, j'aimais mieux leur allure là, dans 89 et sa suite que qu'est-ce qu'on a. Je trouve que ça a l'air vraiment fragile, là, le Batwing surtout. Là, j'aurais peur de voler là-dedans si j'étais Batman. J'aurais peur qu'un coup de vent fasse partir un aile. Mais en tout cas, il n'y a pas de gravité dans cet univers-là. C'est juste du paraître, puis il faut que ça paraisse cool, mais ça paraît pas aussi cool que le Batwing dans 89. Fait que pendant qu'il est en train de faire son choix, ben Robin apparaît tout d'un coup. On oublie carrément les arguments qu'on a eu un peu plus tôt, puis on dit bon ben c'est beau, finalement ben je t'accepte comme partenaire, genre tout d'un coup, il n'y a rien de plus là, je trouve que honnêtement cette scène-là n'aurait pas dû avoir lieu à quelque part. Je crois que Robin aurait dû vraiment faire son chemin puis prouver à Batman qu'il avait raison d'être là. Pas tout d'un coup on décide que c'est beau, c'est le temps, on arrive à la finale du film puis qu'il faut se joindre ensemble. Ça marche pas. Tout à fait en point de vue narratif là, ça marche pas. C'est bien beau, ils se serrent la main puis là au lieu de se dire là qu'ils sont des amis, ben c'est des partenaires là. C'est bien cute là, mais ça marche pas. Fait qu'ils partent, puis là, ben c'est ça, il y a le bat-signal dans le ciel. OK, commissionnaire Gordon a parti le bat-signal, c'est bien correct, mais c'est quoi qu'il voulait dire? En bout de ligne, il dit ferme le signal, puis je veux dire, ça sert à quoi? Parce que là, Batman, il se pointe, puis là, il s'envoie des pouces. Yes, on est sur Facebook, mais live. Mais c'est quoi qu'il voulait dire? Il y a comme pas de logique à avoir envoyé le bat-signal. Puis pendant ce temps-là, ben il y a Robin qui est en bateau, quelque chose de même. Puis que ça sera pas long. Puis pendant qu'il se dirige vers les quartiers généraux de les grands méchants, ben ils vont jouer à Battleship. Je trouve ça quand même ridicule un peu. Ça ramène vraiment Batman 66 comme idée là. Puis j'ai pas grand-chose honnêtement à dire contre ça. Je trouve juste ça comme tellement nono. Puis qu'en même temps, au pire que c'est un clin d'œil à Batman 66, que je suis quand même capable d'accepter cette chose-là, rendu là. C'est nono, puis c'est avec l'atmosphère qu'on nous a donnée tout le long du film. Fait que c'est pas quelque chose qui a pas rapport. Mais point de vue, principe à quelque part, c'est juste que je me dis... Pourquoi que c'est Batman? Robin, c'est tout de suite le premier à tomber rendu. Là, c'est pas long, puis le bas de bateau se fait exploser, puis Robin est coincé dans l'eau. Puis oui, Batman va se faire pogner comme par un rayon, tout ça, puis il va écraser. Mais c'est Batman qui va devoir sauver Robin. T'es comme en train de te dire, à quelque part... OK, c'est le fun que Robin s'est joint à Batman, mais en bout de ligne, c'est-tu un boulet? Moi, je pense que c'était plus la scène où il aurait fallu que Robin soit capable de sauver Batman. Je pense que ça aurait été l'inverse qui aurait dû arriver. Mais non, on n'a comme pas pensé à ça. Ça fait que Robin, il sert à quoi? Il a besoin de se faire sauver par Batman déjà en partant. Je comprends que c'est peut-être après ça, Batman n'a pas le choix de sauver Robin. Mais donner une entrée à Robin. Fait qu'ils vont se ramasser sur l'île toute fabriquée. Dans le fond, c'est pas une vraie île. Là. Ils vont se rendre compte qu'elle est toute en métal. Il y a Dick qui va lancer ça va être un clin d'œil à Batman 66. Là. Il va dire Holy quelque chose, Batman. C'est tout fait en métal, quelque chose de même. T'sais. Fait que c'est vraiment comme Burt Ward il parlait dans 66. C'est comme j'apprécie le geste, mais j'aurais vraiment pas mis ça du tout. Ça jure, ça n'a pas rapport, ça se tient pas. Le fait qu'il l'appelle Batman, je sais pas. Il l'appelle Bruce depuis tantôt, puis là tout d'un coup, juste pour que ça apparaisse pareil comme 1966, il va l'appeler Batman. Peut-être que dans sa suite, ça va plus marcher. Mais là, ça marche pas. Je trouve que ça jure. Je trouve que ce film-là a été des fois un petit peu plus subtil, puis les hommages ont mieux passé quand on parlait de 66. Quand on a juste nommé au pire des noms, ou Nightwing n'est pas de 1966, mais c'est toutes des petites affaires de même qui passent, c'est plus organique que tout d'un coup, Robin change de personnalité, puis il devient Robin de 66, puis qu'il parle différemment qu'il a parlé tout le long du film. Je sais pas, ça jure, ça marche pas.
Fait que là, l'île a fait comme ça séparée en deux. Il y a comme une partie qui monte, puis Robin était dessus, puis Batman reste en bas. Fait que Batman, il doit trouver une manière pour monter. Pendant ce temps-là, ben Robin, il est en haut, puis Double Face va sortir pour se battre contre Robin. Pourquoi qu'on n'a pas envoyé 30 gars attaquer Robin? C'est comme il n'y a plus personne. Toutes les personnes qu'on avait vues dans le manoir Wayne n'existent plus. Il reste juste Double Face, le Sphinx, puis Drew Barrymore, puis peut-être que l'autre était là. Je ne l'ai pas remarqué, mais il reste juste eux autres. Sur l'île, ils n'ont pas de gang du tout pour se défendre. Parce que s'il a renvoyé 30 gars attaquer Robin, on s'entend qu'il n'y aurait plus de Robin. Mais non, c'est la grande tête Double Face qui doit sortir. Fait que c'est là qu'on a le combat vengeance de Robin, puis que là, lui, il y a une prise de conscience une fois qu'il va être sur le bord du précipice, puis que Double Face va manquer tomber. Puis juste parce qu'il dans le fond, il a eu de la sympathie, puis qu'il a décidé qu'il n'allait pas aller à fond avec sa vengeance puis le tuer, ben finalement, Double Face va s'en retourner sur Robin, puis avec son fusil, puis finalement, il va le garder prisonnier. Mais c'est quoi Robin? Je veux dire, aussitôt qu'il y a un fusil d'en face, il est pas capable de le tasser. Je veux dire, c'est comme il est à 2 cm de sa face. Tu sais, je sais pas. Tu sais, pour un super-héros, il est pas bien super-héros. Là. Pendant ce temps-là, il y a Batman qui essaie de monter par l'intérieur, puis là, il y a le plafond qui descend avec des pics. Là, puis, ça a l'air tout bien menaçant, tout ça. Dans le fond, c'est juste pour donner quelque chose à Batman à faire, mais ça sert absolument à rien. Dans le fond, c'est comme quand on y pense, en plus, il s'agrippe à la grille qui descend, puis avec ses pieds, juste à cause qu'il y a des réacteurs, il est capable de faire renverser toute la grille au complet. Tu sais, ça se tient pas tout à fait, là, quelque part. Là, il me semble que les pieds, il aurait coincé quelque part, il serait parti par en haut, mais il aurait coincé, puis les pieds, ils seraient partis tout seuls, là, mais en tout cas, c'est ce qu'on veut nous montrer que Batman est si bon que ça, quelque part. Mais c'est correct. Tu sais, j'en prends pas, je suis pas offensé par ça. Fait qu'on se ramasse à la finale là, où que Batman il réussit à monter en haut, puis c'est Batman contre le Sphinx. C'est le combat cérébral plutôt. Parce que cérébral, le Sphinx, s'il était rendu si intelligent et qu'il avait comme volé l'intelligence de toute Gotham, quelque chose de même, il aurait pensé à pas mal plus de choses que ça. Oui, il veut Batman pour faire son manège, c'est ça son but, dans le fond, c'est de pas tuer Batman, c'est juste comme être plus intelligent que Batman, c'est ce qu'il veut. Mais tu sais, c'est comme, au pire, on est en train de dire que Batman est plus intelligent que toute la somme combinée là, de toute la population de Gotham. Ça se tient pas. Là. Ça n'a pas de sens, mais OK, on est dans une BD, tout ça, mais c'est pour ça d'un côté, je me dis c'est peut-être pas de la bande. C'est pas de l'intelligence qui gagne, quelque part, c'est plus des mémoires et des idées. Là, en tout cas, je pense que c'est juste ça. Parce qu'en même temps, la grosse énigme, c'est genre qu'est-ce que Batman va choisir entre Chase Meridian et Robin. C'est quand même un choix intéressant qui peut jouer sur deux fronts, physiquement et mentalement, qui va choisir. Mais si maintenant on n'aurait pas mis Chase dans ce film-là, ça aurait été vraiment intéressant de mettre Alfred. Je comprends que le monsieur commençait à être âgé, tout ça, mais peu importe, ça aurait été, je trouve, quelque chose de mettre Alfred et Robin dans les petites cabines. Fait que Batman répond à l'énigme. Il dit, regarde ta réponse en choisissant tes deux, j'ai pas le temps d'en sauver un ou l'autre. Fait que c'est ça c'est ça ma réponse en bout de ligne. Puis là, le Sphinx va y répondre, erreur, tu devais répondre par une question, c'est n'importe quoi rendu là. Mais Batman, il va penser. Il va réagir, il va dire regarde, moi j'ai une énigme pour toi. Fait que c'est sûr que le Sphinx, à quelque part, voulant montrer qu'il est supérieur intellectuellement, il va dire c'est beau, envoie-moi ton énigme, puis moi je vais te la répondre tout de suite. Fait que Batman va lui dire, dans le fond, une énigme qui finit pour dire qu'il est aveugle, puis que je pense que c'est ça, dans le fond, qu'il va recevoir sur les yeux en bout de ligne. Je sais pas, il y a quelque chose qui descend sur ses yeux pour dire qu'il est aveugle, ou qu'en bout de ligne, il n'y aura pas d'éclat dans les yeux, ou quelque chose de même. Sinon, ça sert à quoi d'avoir tout quelque chose dans qui descend dans les yeux? C'est pas tout à fait clair exactement c'est quoi, mais ça a l'air d'être super spécial. L'affaire, c'est soit
c'est des lunettes de soleil pour pas être aveuglé. Ou sinon, ben, c'est quand il lance son batarang pour détruire le genre de générateur qui est en haut d'eux autres. Ben, c'est quelque chose juste pour mieux cibler, mais je le sais pas exactement. Honnêtement, Batman il va devoir sauter là, sauter dans le trou pour rescaper Chase et Robin. Je trouve que j'aime quand même un peu la tension de cette scène-là, même s'il y a quelques plans qui laissent à désirer. Mais j'aime quand même un peu cette scène-là. Je pense qu'il y a quand même un petit peu d'adrénaline, tout ça. J'aime juste ce petit segment-là. Je sais pas, j'ai toujours aimé avec la musique, tout ça. Je trouve que c'est une belle petite scène qui dure juste assez de temps. Mais c'est comme si tout est figé dans le temps. Eux autres, ils descendent, tout ça, puis après ça, ils remontent. Il n'y a pas de problème. Mais une fois qu'ils sont quasiment rendus en haut, ben, il y a Double Face qui va se repointer. Puis, tu sais, comme je parlais au début, où il y avait comme des scènes qui étaient scriptées, où il y avait Val Kilmer qui répondait à Chase, puis que ça n'avait pas de sens tout à fait, là, la manière que la scène marchait, ben, c'est comme si tout d'un coup, on a comme pris Batman à part, puis on a dit, dis-moi ces lignes-là. Mais il va dire, bon, ben, tu sais, avant de nous tuer, t'es supposé de sortir ta scène, puis tout dépendant du bord que ça va tomber, ben, tu nous tueras ou tu nous tueras pas. Tu sais, je sais pas, la manière que c'est fait, là, puis c'est réalisé, ça paraît amateur. Il n'y a pas de tension. C'est vraiment très mal exécuté. Je déteste cette scène. Le but là-dedans, c'est de donner une chance que ça soit pas trop brutal, puis pour pas que Batman tue directement Double Face. Puis en même temps, ben, une fois que Double Face tombe, ben, le fait qu'on voit juste qu'il retombe, qu'on voit juste sa main, puis que la scène tombe dans sa main, ben, c'est quand même pour peut-être donner la chance, si des fois on voudrait revenir dans le passé, puis dire que Double Face, on veut le ramener, ben, qu'on ait la porte. Tu sais, c'est en même temps aussi une mentalité qui peut être différente avec le Joker, que lui, on avait mis comme un point vraiment flagrant pour dire qu'il est mort, puis à peu près pas une manière de le ramener. Quoique, dans qu'est-ce qu'on a vu dans le film aujourd'hui, il y aurait une manière de le faire revenir. Tu sais, il y a tellement un ton différent qu'il y aurait une logique rendue là, mais en tout cas, je trouve ça vraiment cheap comme fin de Double Face. Il y a la fin aussi là, du Sphinx, que une fois qu'ils ont comme défait le générateur, c'est comme il perd tout ce qu'il y a dans sa tête, puis sa tête fait comme tout être remodelé, quelque chose de même. C'est vraiment comme un peu dégueulasse quelque part. Là. Ça va quasiment frôler qu'est-ce qu'on a vu avec le pingouin dans le deuxième Batman, mais parce qu'il y a tout comme la face déformée, il y a de l'air fondu un peu. Ça paraîtra pas dans l'autre scène après, une fois qu'il va être à l'asile d'Arkham, mais ça reste quand même un peu dégoûtant quand on voit quand même le Sphinx. Fait que comme j'ai dit, ben, on se ramasse à l'asile d'Arkham avec un caméo de René Auberjonois qui fait le personnage de Odo dans Star Trek Deep Space Nine et qui nous a quittés là, il y a quelques années. Je pense que c'est en début d'année passée ou l'autre année avant. Là, ça fait vraiment pas longtemps. En tout cas, fait que le but là-dedans, c'est que supposément qu'il y avait peut-être le Sphinx avait peut-être gardé la mémoire que savoir c'était qui Batman, puis il arrêtait pas de radoter ça dans sa cellule, puis tellement il est carrément viré fou, puis qu'il pense que c'est lui Batman, puis il dit n'importe quoi. Dans le fond, c'était un peu la manière de fermer le personnage. Je déteste pas la manière de le fermer. Je pense pas non plus qu'on doit tout le temps tuer les méchants quelque part. Dans mon livre à moi, le Double Face est mort. Là, on l'aurait fait revenir dans le 4e film ou dans un 5e film. J'aurais pas été vraiment pour ça. Mais la manière qu'on laisse le Sphinx, j'ai pas de problème avec ça. Mais honnêtement, j'aurais pas voulu qu'on le ramène. C'est juste ça. J'ai pas de problème qu'on le tue pas, mais qu'on le ramène pas. Il y a tellement un univers vaste quand même là, de méchants qu'on peut amener dans l'univers de Batman, puis juste quand même se garder la porte ouverte, ça va, mais juste ramener la peau pour rien. Fait que comme pas mal tout, comme Batman 89, c'est comme sous-entendu à quelque part que
Bruce Wayne et Chase vont ressortir ensemble. Puis on a une petite dernière scène avec les deux. Puis c'est ça, on devait finir comme clôturer un peu leur histoire. Mais tu sais, c'est comme je dis, c'est comme un peu dans les deux derniers films. On sait qu'il pourrait se passer quelque chose avec ce personnage-là à l'avenir, mais ayant été comme, je veux pas dire brûlé là, avec Vicky Vale et Selina Kyle au dernier film, je me dis, en finissant ce film-là, pourquoi encore avoir une autre fille que supposément qui va avoir de l'avenir avec Bruce Wayne ou Batman, peu importe, mais finalement que on sait que ça marchera pas, peu importe. Tu sais, c'est écrit dans le ciel que à côté du Bat logo que il y aura rien il y aura pas de suite avec ce personnage-là. Alors pourquoi avoir amené ça? Puis en tout cas, c'est vraiment plate là, que je dis, j'ai l'air d'être vraiment contre ce personnage-là, mais je trouve que il y a pas eu de nécessité d'avoir ce personnage-là, puis ça n'a rien apporté au personnage de Bruce. Oui, il va mieux dormir la nuit, mais normalement, il est supposé avoir mieux dormi la nuit depuis 89, rendu là, parce qu'il a réglé ses problèmes avec la personne que tu es, ses parents, tout ça, puis tout ça a été fait, là. Fait qu'on va terminer avec le Bat-Signal, puis Batman et Robin qui courent devant le Bat-Signal. Sachant que le Bat-Signal est sur le toit probablement du commissariat de police, sont en train de courir devant le Bat-Signal, mais ils ont genre à peu près 3 mètres à courir en face. Si on se met ça juste comme idée, là, je comprends là, que c'est juste le logo puis qui court devant, tout ça, là, ça, je le comprends, là, mais en bout de ligne, si on voit physiquement qu'est-ce qui se passe, c'est ça pareil. Ils sont comme en train de courir vers quoi, là, vers... en tout cas, ça se tient pas, là, mais en tout cas, c'est juste drôle là, d'avoir l'idée dans la tête. Ça va, le générique va commencer avec la musique de U2, une tune qu'il avait écrit pour le film, là. Tune que je trouve pas mauvaise en tant que telle. Je suis pas un grand fan de U2, mais je les déteste pas non plus. C'est juste que je me dis ça aurait été quand même une bonne idée là, d'avoir la tune de Batman, puis au pire que la tune de U2 embarque après une minute. Mais ça sent vraiment là, la trame sonore qu'on veut vendre la musique. Puis il y a eu beaucoup de musique là, pendant tout le film. Moi, j'avais acheté la trame sonore de chansons là, à l'époque. Mais je veux dire, honnêtement, là, j'ai pas été un grand fan de les musiques là, dans ce film-là. C'est pas ma tasse de thé, en gros. Il y a des bonnes tunes au travers, là, mais je l'ai peut-être fait marcher 2-3 fois. Puis ça m'avait un petit peu dégoûté, honnêtement. Là, puis j'ai un petit peu débarqué des trames sonores là, dans cette époque-là. Là. J'ai repris un peu plus tard, mais c'est correct la tune de U2, mais c'est tout pas mal là, dans tout ce qu'on a entendu pendant tout le film. Là. Le point de vue sonore de Elliot Goldenthal là, était pas mal supérieur, puis c'est ça que j'aurais plus apprécié comme trame sonore. Et comme j'ai dit, plusieurs années plus tard, là, il y a à peu près 1 an de ça, que je me suis procuré là, la trame sonore musicale, qui est largement supérieure là, à tout ce qu'on a de vocal, à mon avis. Alors, en conclusion, il y a des choses qui se tiennent bien pareil dans ce film-là. J'ai semblé à parler beaucoup contre pendant tout le podcast. Il y a des choses là, qui se tiennent bien. Comme j'ai dit au début, le Batman de Val Kilmer, je trouve qu'il est quand même assez solide. Il m'a vraiment impressionné. Le costume, il fait bien. Il a vraiment de l'air de Batman. Le visuel, toute la coloration, le style, tout ça, je trouve que c'est un film, c'est un médium visuel, comme j'ai dit, puis c'est correct qu'on nous transporte dans cet univers-là, qui est bande dessinée, tout. Je suis quand même pour ça. Puis, comme j'ai dit, c'est bien beau aussi, tout ça. Mais c'est ça. Dans les personnages, bien que j'aime bien voir Nicole Kidman en petite tenue, je veux dire, elle n'a pas sa place dans ce film-là. Son personnage là, ne devrait pas être là.
Il y a des choses, en fait, de les relations entre de Bruce et Dick. Il y a des petits moments où ce que j'aime bien. Quand ça commence à devenir un petit peu, là, moi, je veux devenir ton partenaire, puis Bruce répond, moi, je veux pas, tout ça. Ça commence à m'échauder après un bout. Je trouve qu'il faut le faire pour en arriver au personnage, puis l'union des forces, si on veut. Mais, je sais pas, après un bout, là, je pense que Robin aurait dû trouver une manière plus de se prouver à quelque part, je pense. C'est ça qui aurait dû être l'approche. Fait que c'est pour ça, un petit peu après un bout, là, ça dégénère cette partie d'histoire-là. Je trouve ça le fun, par contre, qu'on voit beaucoup plus Alfred, on voit plus sa perspective, puis qu'on rajoute un peu là, dans cet univers-là. C'est quelque chose qui manquait un petit peu là, dans les 2 premiers films. Puis qu'il était un petit peu plus dans l'histoire pour aujourd'hui. Comme j'ai dit là, il y a quelques minutes aussi, la musique de Elliot Goldenthal a fait pas mal au film, bien qu'elle est inférieure à celle de Danny Elfman. Est quand même un point que je peux mettre dans le côté positif du film. Puis il y a des petits moments là, de comédie, là, je veux dire, où ce que Batman là, il va faire tout il va se sauver là, de Nicole Kidman, sauver en tout cas en guillemets, là, puis il va rentrer dans sa Batmobile, puis que il va dire les femmes. C'est un petit moment qui fait quand même sourire, que je trouve qu'ils sont quand même des petites touches qui sont un peu plus, qui sont le fun un petit peu. Ces petites réactions, comme son sourire qu'il fait aussi là, quand il se rend compte que Chase aime Bruce Wayne et non Batman. C'est des petits endroits où ça fait sourire, tout ça. C'est correct. C'est juste qu'à quelque part aussi, on repousse la comédie trop dans le piton à certains autres endroits. Puis c'est là où ça devient vraiment toxique. Surtout là, si on va là, avec le personnage du Sphinx joué par Jim Carrey. Il n'y a pas grand-chose que j'ai à bon de dire. Oui, à quelque part, j'aime quand même sa posture. Oui, il va se promener avec une canne. Puis, des affaires de même, je trouve que c'est quand même assez bien. Par contre, j'en ai pas parlé là, pendant le film, pendant que je parlais du scénario, tout ça. C'est des choses de même, je trouve que sa posture, j'aime bien ça. Mais à part de ça, après un bout, là, je suis plus capable de l'entendre. Je ne suis plus capable. J'ai juste. Des fois, j'ai quasiment envie de fermer le film. Je comprends que ça fait partie du personnage, tout ça, mais c'est trop après un bout. J'ai bien de la misère à embarquer. Le personnage est peut-être un petit peu trop. C'est peut-être le plus développé entre les deux méchants d'un côté, mais j'ai pas assez. Peut-être qu'on aurait dû avoir comme dans le premier film, juste un méchant, puis qu'on se concentre dessus, qu'il y ait plus de façade au personnage plutôt qu'à avoir le Sphinx puis double face que en bout de ligne, il y a une face. On dira n'importe quoi, là, mais il y a une face, il veut juste être méchant, puis c'est tout. Puis c'est vraiment plate en bout de ligne, parce que je pense qu'il y aurait eu de la place pour faire un personnage bien intéressant, mais c'est ça, on l'a vraiment lâché, prise là-dessus. Puis on voulait juste faire un film qui était plus léger, puis on a 2 méchants, puis 2 bons, puis c'est tout. C'est ça qu'on voulait faire. Mais c'est dommage, il n'y a pas de profondeur, puis c'est vraiment dommage pour tout ça. Puis tout ça, en plus, quand on parle de les machins qui sont vides, on a un Bruce Wayne que, oui, il y a Batman que je pouvais dire qu'il était quand même assez solide, mais le Bruce Wayne de Val Kilmer, je veux dire, en plus d'être mal écrit, il est pas dans son rôle. Je suis bien désolé, Val, mais je sais que t'écoutes en ce moment, surtout en français, là, mais en tout cas, c'est pas. Il donne pas qu'est-ce que je veux d'un Bruce Wayne. Honnêtement, il y a pas la présence qu'un Bruce Wayne devrait avoir, je crois. En plus d'être mal écrit, c'est tout ça ensemble. C'est vraiment dommage. Mais c'est un rouge là, comme film. Là. Je veux dire, il y a des fois je me dis c'est peut-être pas si pire que ça. C'est un peu comme ça j'étais rentré. Je pensais pas donner nécessairement un vert, je pensais pas en arriver un rouge. Mais quand je regarde tout le bilan quelque part, vraiment là, il y a un bout là, dans le film où ce que Jim Carrey prend un peu plus le contrôle du film, tout ça là, c'est là où
que vraiment, là, quasiment là, la tranche se fait. Je peux pas endosser le film. Puis vraiment, là, clairement, là, c'est pas le pire des films, là, mais je veux dire, il y a rien de vraiment là, de le fun à garder rendu là. Oui, visuellement, j'aimerais ça réussir à peut-être pogner une copie pas mal plus claire, peut-être là, la version 4K ou quelque chose de même là, qui doit avoir des meilleures définitions de couleurs, tout ça. Je serais vraiment intéressé de voir qu'est-ce qu'il y a de l'air visuellement. Mais à part le visuel, il n'y a rien dans ce film-là. Puis, tu sais, c'est vraiment pas pour moi. Là, je m'en rappelle même la première fois que j'ai vu le film, là, j'ai été un petit peu dégoûté. Puis oui, j'avais même parlé, je pense, la même journée. J'ai parlé à quelqu'un qui avait vu le film, je pense que je l'avais vu soit en avant-première ou tu sais, genre la première représentation de l'après-midi, quelque chose de même. Là, j'étais allé tout de suite après l'école, quelque chose de même. Puis plus tard dans la soirée, j'ai croisé quelqu'un qui était allé à la première. Je pense que c'était une passe de même. Puis comme lui, il avait trippé à mort. Puis tu sais, l'avoir tout changé, là, c'était plus léger. Puis c'était plus le fun, c'était plus dynamique, peut-être. Oui, mais je veux dire, ça fait pas qu'on a un film là, qui est vraiment de piètre qualité. Là. Je pense, si mettons, on n'est pas tous mettre à date là, les itinerations de Batman là, jusqu'à ce jour, là, c'est vraiment le pire Batman là, qu'on a eu jusqu'à ce jour. Puis ça l'inclut là, aussi le film là, que j'ai couvert là, de Batman, Masque du Fantasme. Mais tu sais, dans le fond, j'ai pas mal donné tous des verres là, à tous les Batman. Mais lui, là, il vient de vraiment tomber de la falaise. Là. On m'est arrivé, puis on m'a dit lequel tu choisis, le vert ou le rouge. Puis je vous réponds, ben, je peux pas le sauver du tout, tu sais, j'ai pas le choix d'y aller avec le rouge. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Prochain podcast, on va parler du fameux Batman et Robin. Moi, honnêtement, depuis les années, j'ai été toujours plus un défendeur de Batman et Robin que de Batman à jamais. Est-ce pour mon amour pour Arnold? Je sais pas exactement. Je vais la réécouter puis je vais vous donner mon avis là, pas mal le plus transparent possible. Mais honnêtement, j'ai bien hâte d'en parler en bout de ligne. Parce que je sais que c'est pas un film qui divise les gens. En gros, là, c'est vraiment c'est vu comme le pire de la série. Puis c'est le film qui va avoir tué toute la franchise des Batman pour un certain temps, jusqu'à temps que Nolan va revenir avec le Batman Begins. Mais d'ici là, ben, si vous voulez suivre Premier Visionnement sur Facebook ou Twitter, vous pouvez voir quand est-ce que le podcast va être disponible sur les réseaux sociaux. Puis naturellement, ben, il va être prêt à télécharger là, sur le site internet de premiervisionnement.com. Mais si vous avez besoin de moi plus rapidement, ben, allumez le Matinal. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.